Donc, je suis David Paco. J'ai créé l'atelier ROA, donc restauration d'œuvres d'art à Rochefort en 2002. Et nous sommes avec Aurélie, ma compagne, spécialisée dans la restauration des peintures de chevalet et objets polychromes. Tout d'abord, j'ai manqué de politesse. Je vous dis bonsoir à tous. Et merci de votre présence ce soir. Merci à l'Académie des Belles-Lettres de La Rochelle et son président, donc Pascal Évin, de nous recevoir au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle afin de vous présenter cette conférence sur la restauration-conservation du plafond syrien de la maison Pierre Loti à Rochefort. La maison Pierre Loti a rouvert ses portes, on vient d'en parler, en juin 2025, après de longues années de fermeture. En effet, son état s'était grandement dégradé avec le temps, ainsi que celui de ses collections. Il devenait urgent d'intervenir pour sa sauvegarde. Non, ça marche pas? Ouais. C'est le temps de chauffe. Parfait. Voilà, donc là vous pouvez voir Aurélie à l'œuvre. Cette restauration complexe, dirigée par Elsa Rico, architecte du patrimoine, et Claude Stéphanie, conservateur des musées de Rochefort, a sollicité une cinquantaine d'entreprises, mêlant ingénieurs, historiens, scientifiques, artisans, restaurateurs, afin de répondre au mieux aux problématiques qui étaient présentes et différentes. Aujourd'hui, nous allons mettre un éclairage particulier sur un élément important de cette collection, son plafond syrien du XVIIIe, et sur lequel nous avons eu le privilège de participer au niveau de la polychromie. Alors on va démarrer cette petite conférence par un petit rappel historique pour replacer un petit peu le contexte. Donc maison devenue musée. Pierre Loti, Julien Viau, né en 1850 au 141 de la rue Saint-Pierre de Rochefort, une maison qui est acquise en 1802 par son arrière-grand-père et dont il va hériter en 1871. Il achètera par la suite le numéro 139 en 1895 et dans cette maison, il va commencer son œuvre inspirée de tous ses voyages. Il va... C'est bon, non? Non. Dans cette maison, il va commencer à aménager ses pièces et d'une manière toute particulière. Par exemple, la salle Renaissance qui se développe sur 2 niveaux, donc on peut voir avec cette grande cheminée. Et une pièce qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, la salle de la mosquée, au 2e étage. Voilà, donc là on a un focus un petit peu sur cette pièce. La salle de la mosquée, achevée en 1897, est ornée de boiseries polychromes au plafond, des lambris issus d'un palais syrien réalisé au XVIIIe. Pur style adjami, un pur style syrien. Des carreaux de faïence sont aussi présents, ottomanes, maghrébines, un sol en marbre, une fontaine et des vitraux en plâtre. En plus de tous les objets, toutes les collections qu'il a pu ramener de ses voyages. Et surtout, dans cette pièce, un plafond, donc comme vous pouvez le voir, acheté à Damas en 1894 et ramené, bon an mal an, jusqu'à Rochefort. Ses dimensions sont de 6 par 73 mètres
Et il fait 6,73 mètres sur 6,32 mètres, pour une surface totale de 42,5 mètres carrés. Donc une surface assez importante. Aurélie, tu vas décrire le... Pour ce qui est de la description du plafond, on va commencer par le centre et aller vers la périphérie. Donc au centre, on a un pendentif central entouré de 6 fleurons et de petits boutons fermés. Il y en a 36 au total. Dans ce registre-là, nous avons des baguettes qui sont entrecroisées et qui forment un réseau d'octogones et de triangles. Un cadre l'entoure en bois sculpté. Après, nous avons un registre là qui va être composé de 8 fleurs, de 4, 6, 8, qui rappellent les fleurons du centre, mais qui restent un petit peu plus discrets. Des octogones en caisson, et là encore des petites baguettes qui viennent souligner les différents compartiments et qui rappellent, qui redessinent là encore des octogones et des triangles et qui rappellent le registre prédominant du centre. Nous avons après des baguettes, enfin j'appelle des baguettes, mais un cadre en bois sculpté donc, qui forme une tresse. Un nouveau registre qui lui va être fait de parties planes et de parties creuses. Et là encore, le même motif se répète, mais traité différemment. Mais en tout cas, on reste dans un motif géométrique à 6 faces, et là en trapézoïdal. Nous avons après un cadre qui fait tout le tour, encore une fois, là c'est encore d'autres motifs, à chaque fois c'est des motifs différents, d'étoiles. Et le registre suivant en fait est fait d'un treillis qui forme des losanges et des triangles. Et ensuite nous avons donc la première corniche qu'on retrouve en fait ici, une première corniche faite de plans géométriques mais plans, une série ici qu'on voit d'étoiles à 4 branches, et une deuxième corniche plus élaborée, concave, et sur laquelle viennent se plaquer ce qu'on appelle des muqarnas. Et là, au total, on en a 12. Et donc, on a aux 4 angles, évidemment, et sur les longueurs est, nord et ouest. Et pour finir, donc encore une contreface, ici avec des motifs à étoiles à 4 branches, une tresse et encore une série de motifs à 4 branches. Et pour finir le tout, aux angles vient se plaquer ce qu'on appelle des pendentifs d'angle, et qui eux aussi font partie d'un ensemble et du plafond syrien Arajami. Alors après, il y a des petits... Alors, bien évidemment, le plafond qu'il a ramené de Syrie n'était pas aux dimensions de sa pièce. Il a dû le redimensionner et le réajuster pour qu'il coïncide vraiment à la superficie de sa mosquée. Et il a rapporté sur ce plafond, avec sans doute des artisans qu'il avait sous la main, des parties, surtout en périphérie, respectant les motifs et le style de l'ensemble du plafond, qu'on va voir sur la diapo suivante. Donc, on retrouve, voyez, sur la petite photo où vous avez le pointeur rouge, là on est sur le motif 18e, donc avec ses dégradations, et sur la droite vous avez le motif qui est rapporté, donc qui a été rajouté par Pierre Loti, donc avec une autre technique au niveau de la couche picturale. On n'est plus sur pur style Adjami, hein. Là il y a une utilisation, déjà le support n'est plus le même, on est sur un bois mais qui n'est pas un bois peuplier, et on est sur une peinture de nature huileuse, donc on n'a pas la même finesse que le motif d'origine. On le retrouve aussi sur les photos du bas. Donc c'est vrai qu'à 5 mètres, 6 mètres d'exposition, on a quelque chose qui s'intègre parfaitement à l'ensemble. Il a redonné une petite patine aussi, de façon à ce que ce soit le plus en trompe-l'œil possible. Quand on a les yeux rivés dessus,
c'est sûr qu'on voit très nettement les parties qui sont rajoutées et celles qui sont d'origine. Pour continuer notre fil chronologique, donc Pierre Loti décède en 1923. La maison est donc habitée par son fils Samuel, qu'on voit derrière lui sur la photo. Ensuite, la maison devient propriété de la ville de Rochefort en 1969. En 1973, l'inauguration officielle de la maison musée. Et en 1981, la ville va va acquérir le numéro 143. L'immeuble classé monument historique le 21 mai 1990. Les collections reçoivent à ce moment-là le label Musée de France en 2003 et la demeure Maison des Illustres en 2011. Malheureusement, la demeure est obligée de fermer. Elle est classée, elle est mise en cause de péril en 2012, en octobre 2012, puisque l'état sanitaire et structurel est vraiment problématique. Les insectes xylophages ont attaqué sensiblement toutes les boiseries, le plafond bien évidemment, il y a eu des infiltrations aussi, les mites ont attaqué toutes les parties tissus, donc il est temps de prendre en main vraiment ce chantier. Et donc en 2013, un diagnostic pour la restauration générale réalisé par Thierry Algrin et Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, démarre. En 2015-2016, des travaux d'urgence sont entamés. Ça va essentiellement être axé sur la toiture de la mosquée. Une pose de bac acier va remplacer la toiture actuelle, de maçon à protéger, mais c'est vraiment provisoire. En 2016, un diagnostic pour la restauration générale complète le premier diagnostic, ainsi qu'en 2017. Il y a eu beaucoup d'études avant d'intervenir de manière physique sur l'ensemble de la maison et du plafond. Donc en 2017, une étude préalable à une intervention de conservation-restauration du plafond de la mosquée est réalisée par un groupement pluridisciplinaire sous la direction de Simona Sareva, qui est ingénieure et qui travaille pour le bureau d'études Interface. En 2018, le diagnostic complémentaire du plafond de la mosquée est réalisé à ce moment-là par Elsa Rico, donc architecte du patrimoine de l'agence Sun Metron, et qui va prendre en charge, chapeauter vraiment toute la restauration de la maison. Alors, je vais vous présenter la synthèse de ces différents rapports qui nous ont permis de prendre connaissance de la matière. Et c'est dans ces rapports que vont être définis aussi les objectifs de traitement, les priorités, les contraintes, et en vue de pouvoir poursuivre les travaux sur l'ensemble de la maison Pierre Loti, et avant d'entamer le gros œuvre qui allait quand même bouleverser un petit peu toute la maison. Donc il fallait faire une étude préalable pour notamment décider ou non de la dépose du plafond de la mosquée en vue de le transférer dans un atelier de restauration pour sa restauration et pour sa préservation, ou si c'était trop sensible pour être démonté, et dans ce cas-là, le laisser sur place et de procéder à sa mise en sécurité et son étaiement le temps de faire les travaux sur le bâtiment. Donc, Simona Sareva, donc, de la société Interface, on va faire un énorme travail de relevé et de modélisation du plafond, de l'extrados, c'est-à-dire tous les éléments qui se trouvent au-dessus de la polychromie, et de l'intrados, la polychromie. Mais voilà, nous, avant d'intervenir en 2024, on a demandé justement à avoir la connaissance de tous ces rapports pour permettre en fait d'établir un protocole de restauration, voir les tests qui ont été aussi faits auparavant dessus, et puis connaître la matière sur laquelle on travaille. Donc, au niveau de la structure, le plafond est fixé par des clous donc le plafond, vous l'avez là, celui qui est le support bois qui porte la couche picturale.
et là donc est porté par une structure portante composée d'une structure intermédiaire faite de planches transversales et d'éléments de raccord et puis de montants. Et ces planches-là, ces éléments en bois-là, sont fixés sur des poutres qui, elles, sont la structure qu'on appelle dite auxiliaire, encore une fois, et qui vont prendre appui dans la maçonnerie et qui vont porter le tout. Donc, interface décrit, là, elle le fait. Ici, c'est un détail, en fait, des 13 poutres qui portent le plafond. Et là, par exemple, cet espace-là, elle le déploie ici en vous montrant les poutres, le système intermédiaire et le support bois qui porte la couche picturale en rouge. Voilà, c'est pour vous synthétiser un petit peu les différentes structures. Le support, il y a le prélèvement qui, justement, elle a envoyé au laboratoire un échantillon du morceau de bois qui était tombé lors des travaux d'urgence de 2015. C'est ça, oui. Donc, il est revenu de laboratoire et ça a confirmé le fait que c'était un bois de peuplier. Et ce support qui porte la couche picturale, vous le voyez, est décomposé en fait en éléments hexagonal, octogonal, des planches et des séries de lattes avec des linteaux transversales. Donc, vous voyez ici en bleu clair, c'est tous les éléments en fait qui se trouvent ici. Ici, vous avez une photo d'interface qui a servi d'appui pour faire cette modélisation. Et ce système de support, en fait, qui est donc maintenu par des clous à la structure portante, par la face, il y a des baguettes qui sont décorées, des baguettes sculptées en bois, qui servent au décor, mais qui servent aussi au maintien des registres, en fait. Autre chose qui a été remarquée au niveau des jonctions de planches, c'était l'intégration en fait de joints dans fibres végétales qui a été identifié comme étant du chanvre, trempé dans de la colle animale et posé au niveau des intermédiaires et des joints des planches. Et ça, c'est une technique tout à fait assez courante dans tout ce qui est décoration de bois qui fonctionne, de bois, des boiseries polychromes. Au niveau des altérations du support, a été constatée donc une fragilisation et une perte de densité causée par les larves xylophages, dont la valeur de la perte a été estimée à 30%. Un fort empoussièrement, évidemment, de nombreux gravats, des cadavres d'insectes, de la poussière, qui est un facteur aussi très propice au développement des moisissures et des insectes. Un affaissement général du plafond aussi qui commençait à bien être accusé côté intrados, et de nombreuses traces d'humidité et des infiltrations liées à l'état des couvertures qui n'étaient plus adaptées, et malheureusement il y a eu de nombreux dégâts liés à ça. En côté intrados, côté intrado, d'autres altérations d'ordre structurel étaient apparentes, notamment des écartements de planches, ici que vous avez, des trous qui en sont résultés, des écartements ici au niveau des assemblages, ici vous avez encore des trous, des fissures qui traversaient aussi des planches, des fentes qui traversaient le support bois, et ainsi que une oxydation prononcée des clous de fixation, qui servent donc à maintenir encore une fois le support bois à la structure intermédiaire contre les poutres et elle-même assise sur le bâtiment. Au niveau de la polychromie, Interface aussi a envoyé, pendant son étude, a fait plusieurs prélèvements, envoyés en laboratoire pour déterminer la nature des liants qui composent la couche de préparation, la couche picturale et puis le vernis, la nature des charges et la nature aussi de certains pigments minéraux. Donc, les résultats, je vous montre encore une fois une synthèse des résultats de ces analyses en laboratoire. Donc, on va
partir par la préparation blanche qui est faite de gypse et de colle de peau, donc appliquée sur l'ensemble du support bois. Et voilà, si ce qui caractérise la Rajami, c'est que sur certaines parties, on a une application de cette matière en relief qu'on va appeler la pastiglia. C'est le terme italien en fait pour caractériser cet ornement en relief, mais qui est en fait une couche de préparation mise en relief. C'est pas la couche colorée, c'est vraiment le travail du relief par la couche de préparation faite de colle de peau et de gypse. Et c'est une méthode qui est encore connue à l'heure actuelle, qui est encore appliquée et exercée en Syrie. Donc c'est pour ça que là, c'est des photos récentes d'un travail donc de la Rajami avec cette pastiglia. Donc cette colle donc appliquée chaude, déjà chargée en gypse, va être appliquée, voilà, et respecter des motifs qui sont dessinés avec un dessin préparatoire sous-jacent. Et une fois sec, parce que la colle de peau va s'évaporer, une fois sec, on va pouvoir y appliquer les couches colorées. Mais avant la couche colorée, il y avait une application en fait de feuilles métalliques, donc soit de l'or, soit de l'étain, ou les deux. Et en l'occurrence, sur le plafond de la maison Pierlotti, il y a les deux. Il y a une feuille d'étain sur l'intégralité du plafond, mais qui malheureusement, avec le vieillissement et le temps, a fait qu'elle a été retrouvée qu'à l'état de trace. Donc vous l'avez ici en fait pointé, mais voilà, faut avoir le nez dessus pour voir qu'il existe de la feuille d'étain. Et là encore, là sur ces aplats-là, c'était une feuille d'étain. Ici derrière la polychromie, il y a une feuille d'étain. Voilà, sur les couches de préparation blanche, il y avait une feuille d'étain qui donnait en fait un éclat à la couche picturale qui était posée par la suite. Ici aussi, tout ce que vous avez d'argenté, en fait, c'est une feuille d'étain qui était appliquée. Et donc, sur la majeure partie du plafond, et une feuille d'or a été retrouvée aussi au niveau des fleurons et du pendentif central. Là, vous avez le cliché, un détail. Et donc, je vous remontre la photo du plafond, avec maintenant un peu plus de connaissances sur la matière, où vous avez une feuille d'or posée sur les pétales des fleurons, de la feuille d'or posée sur la retombée centrale, de la feuille d'or posée sur les boutons, les 36 boutons qui sont au centre et enfin qui entourent ces fleurons. Et en fait, la feuille d'or n'a été retrouvée que dans ce registre central. Après, il y a dans ces fleurs-là, justement, donc je disais la feuille d'or essentiellement sur la partie centrale. Quand on s'éloigne de la partie centrale, on va parler d'évocation de feuilles d'or, mais en fait c'est de la peinture ocrée. Mais voilà, encore une fois, la feuille d'or, elle était concentrée dans la partie centrale, et pour vraiment mettre l'accent sur cette partie la plus riche en ornementation, en décor, en relief. Enfin voilà, encore une fois, c'est centré l'intérêt pour avoir des registres différents et puis avoir une lecture aussi d'ensemble du plus j'allais dire du plus simple au plus complexe, mais finalement tout est complexe. Mais voilà, c'est pour donner une hiérarchie aux éléments. Voilà, je cherchais le mot, c'était hiérarchie.
Au niveau de la couche colorée qui se retrouve sur la feuille métallique, elle aussi, un prélèvement a été effectué par interface et donc le liant de mise en œuvre, c'était de la colle de peau comme la couche de préparation. Et au niveau des pigments, ce sont des pigments minéraux et deux échantillons ont été analysés. Le bleu était revenu comme étant du bleu de smalt et le rouge, c'était du rouge vermillon. Donc après, voilà, au niveau du graphisme, il faut savoir que tout a été peint à la main, que toutes les faces et contrefaces et les micro-épaisseurs et tout est recouvert de peinture. Voilà, on ne voit pas d'en bas, mais quand on travaillait dessus, au niveau, quand on avait le regard au niveau du plafond, tout est décoré. Donc ici, vous avez une bichromie en fait de dents noir et blanc. Vous avez ici qui se retrouve, ici vous avez aussi des petites de la bichromie, ce qu'on va appeler un motif en oreille de lapin. Ici, vous avez une vue justement un peu plus détaillée du cadre à étoiles. Voilà, tout est peint. Vous avez ce rouge vermillon qui prédomine quand même et qui souligne tous les triangles, tous les carrés, tous les cadres, toutes les formes octogonales. Voilà, vous avez toujours du rouge quelque part. Vous avez des lignes noires qui viennent redessiner toutes les formes géométriques. Et les lignes blanches aussi qui forment. Là, je reviens sur un petit détail, les lignes blanches qui cernent toutes et qui viennent relever toutes les formes géométriques. Là, c'est pareil, on voit là aussi, il y a un trait noir peint au noir de carbone partout. Ça souligne toutes les facettes, tout le système tridimensionnel. Voilà, c'est pas que il y a de la couleur, mais il y a aussi, il y a de la structure, il y a du bois sculpté, mais il y a aussi un travail assez conséquent de tout ce dessin qui est refait par la suite pour souligner l'ensemble. Au niveau des altérations de la couche picturale et de la polychromie, donc d'un point de vue général, la couche picturale était très écaillée. Donc ici, on a un phénomène d'écaillage très, très, très avancé jusqu'à la perte de matière. Donc soit elle concernait la couche colorée, soit elle concernait les couches colorées superficielles jusqu'à la couche colorée, donc bleue par exemple, qui était derrière le rouge vermillon, et jusqu'à la perte de matière, jusqu'au bois. Là, on voit le bois qui est visible. Donc après, c'était des pertes de matière qui concernaient la couche de préparation. Des soulèvements aussi, par exemple ici, il y a un autre détail de soulèvement avec usure et perte de matière des parties en relief traitées en pastiglia. Perte de matière aussi de pastiglia. Ici, je vous montre un exemple, mais voilà, il faut imaginer qu'il y en avait, c'était généralisé. Hein. On avait une très très forte altération du relief. Tant de la pastiglia que de la couche de préparation, de la couche picturale. Là encore, des lacunes qui laissent de pastiglia, qui laissent apparaître la couche de préparation sous-jacente. Et ici aussi des zones qui étaient fortement pulvérulentes. Et ce qu'on appelle pulvérulent, c'est il y a plus d'accroche sur le support. La couche picturale elle-même est très micro-fissurée. Elle est quasi poudreuse et elle va être extrêmement sensible au frottement. Donc c'est encore des choses à retenir par rapport à un protocole d'intervention qui va être appliqué sur ces zones-là. Donc les lacunes qui étaient plutôt localisées dans la diapo précédente, quand elles sont plus étendues, on a carrément des pertes de motifs. Où là, par exemple, dans les Mukarnas, vous avez des frises en fait qui là ont complètement disparu. Après pris
au cas par cas, il y avait beaucoup de pertes, mais après, il y avait assez de matière intacte pour finalement s'en servir comme exemple de reproduction et de pouvoir reconstituer en fait les éléments qui étaient manquants. Là, par exemple, dans un des registres extérieurs où il y avait un treillis, là, là, il y a plus de, là, on voit le bois, il n'y a plus de couche de préparation ni de couche picturale. Là encore, au niveau de la corniche, là, c'était au sud, à cause des infiltrations d'eau, on a une perte. Je vous l'ai pas dit, mais ça déterminera les protocoles d'intervention. La colle de peau qui constitue donc la polychromie est extrêmement sensible à l'eau. Donc, on met de l'eau dessus, ça se délite. La colle de peau va être extrêmement réactive. Et finalement, on observe ces phénomènes-là quand c'est vraiment le bois est bien chargé en eau et que le bois va bouger d'une certaine manière, ça va pas plaire au relief qui se trouve par-dessus, et le déséquilibre fait que ça se détache et puis le bois devient apparent. Là, un autre exemple aussi, perte de motifs décoratifs. Donc cette partie-là, donc c'est au niveau de la première corniche. Là, systématiquement, il y a des zones en fait qui étaient complètement illisibles. Et on n'a pas su vraiment quel était le décor original. Après, c'était tellement altéré qu'il y a des choses qui sont restées telles quelles parce qu'on n'avait pas de traces. Et puis même en regardant aussi dans l'art syrien et les plafonds qui ont déjà été effectués, ils sont tous différents. Donc on ne peut pas finalement, sauf quelques motifs où on peut qui se retrouvent d'un plafond à un autre, sinon il y en a d'autres qui sont complètement originaux et inventés par les artisans qui ont exécuté cette œuvre. Au niveau du vernis, pareil, un échantillon envoyé au laboratoire par la société Interface a révélé qu'il s'agissait d'un vernis à base de gomme laque, qui est souvent appliqué sur de la polychromie, et en fait sa mise en œuvre, c'est mis en solution dans de l'éthanol. Donc à retenir par rapport à les interventions qui vont vous être présentées sur le fait, si on cherche à alléger un vernis gomme laque, on va tester en premier lieu l'éthanol pour voir sa réactivité, et ça a été le cas, il a été sensible à l'éthanol. Bon. Donc ce vernis, au niveau donc il a été retrouvé quasiment partout. Par contre, dans un état de conservation très mauvais, dans le sens où donc il était très très oxydé. Donc c'est cette coloration caramel que vous avez est brillante. Il était micro-fissuré, donc il était très irrégulier. Tout ce que vous avez en fait en cette teinte jaune orangé, c'est une surépaisseur de gomme laque, et parce que plus c'est épais, plus la couleur va être intense, et ça participait en fait au désordre en fait de la couche picturale, et ça gênait fortement la lecture. Au niveau des anciennes restaurations contemporaines de Pierre Loti, donc on a vu tout à l'heure que ça concernait surtout les corniches. Donc là, par exemple, la corniche de Pierre Loti et la corniche 18e. Donc cette corniche, l'étude t'en a parlé tout à l'heure, cette peinture a été étudiée comme étant non pas de la peinture à l'eau, cette fois-ci pas de la peinture à la colle, mais de la peinture à l'huile, que cette peinture a été appliquée directement sur un support bois qui n'est pas du peuplier comme l'original, mais un résineux, et que contrairement encore à la peinture et à la polychromie du 18e d'origine, il n'y a pas de couche de préparation blanche. Donc, ce qui était
plutôt agréable à l'œil, dans le sens où les lacunes d'écailles, de couches colorées qu'on avait sur le plafond syrien et qui laissaient apparaître le blanc de la préparation, il y a, au niveau des lacunes de la polychromie rapportée par Pierlotti sous la direction de Pierlotti, il n'y avait pas de préparation blanche, donc il n'y avait pas de rupture du sol, on voyait, c'était pas trop choquant. Autre chose au niveau des interventions de Pierlotti, il a procédé à des retouches. Donc avec des repeints huileux qui avec le temps se sont assombris et sont devenus là un petit peu plus gênants. Les boutons, là c'est les boutons parce que tout à l'heure je vous ai montré une photo en cours de restauration, mais là c'est une photo des boutons du registre central qui entoure je ne sais pas si vous vous rappelez du registre central, j'espère. Et là, en fait, tous les boutons, on les voyait pas quand on est arrivé, on les voyait pas dorés, hein. Ils étaient recouverts de bronzine. Et c'est une peinture qui était largement utilisée à une certaine époque pour, sur le moment, redorer les éléments. Sauf qu'avec le temps, comme c'est constitué de cuivre, avec le temps, ça s'assombrit, ça verdit, et ça devient moche. Donc ça devient comme ça. Et autre chose, là, ce sont des éléments rajoutés par Pierlotti. Le mastic que vous avez gris, en fait, il y en avait un petit peu partout. Et c'était un mastic sans doute à base de céruse qui a été aussi appliqué en 1897 au moment de la repose de ce plafond dans sa salle de la mosquée. Et là, encore une fois, c'était des éléments qu'on a pu retrouver un petit peu partout. Autre chose, là c'est la partie d'origine et ça c'est la partie repeinte sous la direction de Pierlotti. Donc là, pareil, repeint huileux, très très débordant. Et alors après, on suppose que ça a été appliqué sur des zones qui, au moment de l'installation, pareil dans sa salle de la mosquée, présentaient déjà des altérations assez poussées, des soulèvements, des écaillages, et donc il a barbouillé un petit peu certains éléments qui étaient qui manquaient de stabilité, et donc il a colmaté en mettant des aplats verts, et donc ça a sécurisé pour le coup la couche picturale. Par contre, avec le temps, c'est plus trop dans le ton. Mais après, c'est des choses, des petites choses qui vous montrent un petit peu les différents traitements qui ont eu lieu sur le plafond. Hein, oui. Et là encore, un autre exemple où là, non seulement vous avez le repeint débordant, huileux, donc qui daterait de la fin du 19e, mais vous avez aussi des zones de pastiglia qui étaient manquantes au moment de l'installation. Ils l'ont remonté, donc ils l'ont installé, et comme il y avait des manques, donc ils ont pris de la peinture rouge et de la peinture verte pour les zones où c'était encore où c'était plan, mais pour les parties en relief, il y a eu des essais de repose de pastiglia. Sauf qu'on n'était plus du tout dans la même démarche, on n'était plus sur une table à plat où le séchage se faisait lentement et ça faisait un joli bombé. Là, c'était directement au plafond et c'est autrement. Donc, c'est imprécis. Donc, au niveau des... Donc, suite à cette étude, j'arrive à la fin de cette étude, il y a Elsa Rico, donc, qui a apporté donc l'architecte en chef qui s'est occupé après de la restauration générale du gros œuvre et des décors, qui a apporté d'autres informations et en collaboration avec le laboratoire de recherche des monuments historiques et puis la DRAC, ils ont procédé en fait à des préconisations. Donc, en diagnostic, pour expliquer les causes de ces altérations, on a des caractéristiques environnementales
fluctuante, le fait que pendant voilà, un certain nombre d'années, le plafond n'était pas isolé, suffisamment isolé, suffisamment étanche. Voilà, il n'y avait pas les protections nécessaires pour assurer une stabilité environnementale de cette polychromie. Donc, à force de sollicitations physico-chimiques dues à l'environnement, voilà, il y a travail du bois, travail de la polychromie et donc les altérations qu'on a pu observer jusqu'à maintenant. On a aussi des raisons internes et intrinsèques à la matière et des choix qui ont été décidés par l'artiste, mais ça c'est comme ça, on peut pas. Mais le fait que ça soit un bois de peuplier qui soit très léger et de faible densité, le fait que ça soit de la colle de peau qui va être extrêmement sensible à l'eau. Voilà, le fait que, il y a plein des caractéristiques qui sont propres en fait au choix artistique. On a aussi une fragilisation en fait de par les modifications du bâtiment opérées par Pierre Loti. Donc le fait qu'il ait créé sa salle Renaissance, qu'il ait supprimé des planchers, supprimé des murs, supprimé des escaliers, tout ça, ça a pu déséquilibrer aussi l'assise de la mosquée. Et puis ça c'est la fréquentation pendant les années d'ouverture du public jusqu'à sa fermeture. Donc a été décidé, oui, en début de chapitre, je vous disais que l'étude c'était surtout qu'est-ce qu'on fait sur ce plafond avant d'engager les travaux du gros œuvre sur le reste de la maison. Donc finalement, vu la fragilité du plafond, il a été décidé de le laisser sur place et pas le déposer pour l'envoyer en atelier pour restauration. Par contre, il fallait le mettre en sécurité le temps des travaux du gros œuvre. Donc c'est passé par un étaiement général, après refixage préliminaire de la couche de préparation. Le laboratoire de recherche des monuments historiques a demandé à ce qu'il y ait une consolidation du bois qui était infesté par les insectes xylophages, le collage d'un doublage pour vraiment renforcer le support bois, le traitement contre les insectes xylophages évidemment, et le rapport DRAC aussi en ce qui concerne la restauration de la polychromie, a émis dans son rapport, donc je vous ai rapporté ce qui avait été dit au niveau du choix du nettoyage et du degré de nettoyage. Donc il n'était pas question de revenir à un décor 18e original, tel qu'il était au tout début. L'idée, c'était, la ligne directrice, c'était faire avec les restaurations de Pierre Loti, conserver la patine et les effets qu'il avait désiré sur ce plafond. Voilà. Mais après, nous, on avait ce juste milieu où, connaissant le vieillissement aussi des matériaux, par exemple la bronzine, on sait que quand il l'a posée, elle n'était pas aussi sombre. Elle s'est assombrie avec le temps. Donc voilà, il y a aussi ces éléments-là. C'est pour ça que vous allez voir que finalement, on a retiré la bronzine pour retrouver la feuille d'or. Donc voilà. Il y a des choses. Elsa Rico va faire appel à l'entreprise Arcoa à Paris pour procéder aux conservations d'urgence de la polychromie et le traitement du support bois. Donc en la personne d'Elsa Brunet et Pascal Rouanet. Donc pour procéder en fait avant le refixage et la pose d'été, pour sécuriser le plafond, il faut procéder à un dépoussiérage, donc des tests. Voilà, je vous montre un petit peu les tests ou la façon de faire avant de trouver la méthode, le produit. On procède à des tests sur des petits échantillons, sur des petites zones, et après, une fois que le matériau, enfin le matériau, oui, le protocole est décidé, il est développé sur l'ensemble de la surface.
Pareil, en adhésif de refixage et de consolidation, pareil, sélection d'un ensemble d'adhésifs qui, dans ce cas-là, il fallait proscrire de préférence les adhésifs qui se mettaient en solution dans l'eau, au risque de délayer tout simplement et de fragiliser encore davantage la couche de préparation et la polychromie faite à base de colle de peau. Donc, une fois que les adhésifs et les protocoles ont été validés par Elsa Rico, ça a été étendu justement à tout le plafond. Voilà le dépoussiérage et puis le refixage d'urgence opéré. Au niveau des écartements de planches, pour pouvoir assurer la mise hors d'air de la mosquée, il a été décidé de poser des bandelettes de papier mises en teinte au niveau de toutes les écartements. Donc, une fois la conservation d'urgence de la polychromie, des étais ont été installés à l'aide de chevrons qui supportent le plafond, des chevrons, des petites sections, et puis des sections plus grandes, comme on voit en périphérie, là sous la corniche, en fait, tout autour de la pièce. La société, c'est Arcoa, a posé des chevrons tout autour pour vraiment supporter le poids le poids du plafond, le temps des interventions par l'extrado. Donc là, un échafaudage aussi installé en contrebas dans la salle Renaissance, à l'aplomb justement de la salle de la mosquée, et au niveau de l'extrado, installation, on a retiré la couverture en bac acier qui avait été posée provisoirement, c'est pas moi, mais la société Helvetec, et installation d'un parapluie provisoire et d'une passerelle qui mobile le temps des travaux, donc qui a consisté, là vous avez, en fait la passerelle a été installée sur l'intégralité de la surface du plafond, et en fait le plancher était déplacé au fur et à mesure de l'intervention du dépoussiérage et de la consolidation par l'extrado, parce qu'il était hors de question de poser un pied sur le plafond qui était très sensible, puisque c'était... Donc, Arcoa a procédé à l'enlèvement des gravats, au dépoussiérage minutieux de l'extrado. Le traitement du bois contre les insectes xynophages a été opéré par la société Sapa. Pareil, alors au niveau du poste, consolidation du bois via l'extrado, un ensemble d'adhésifs et de consolidants a été testé. Un a été retenu, c'est un adhésif acrylique, une émulsion acrylique dans un mélange d'éthanol et d'isopropanol, et donc qui a été d'une part pulvérisé et appliqué uniformément sur toute la surface, et localement et précisément dans chaque trou d'envol, des aiguilles reliées à une seringue chargée de consolidants a été mise dans chaque trou d'envol, et donc par un système de goutte à goutte, l'adhésif a été diffusé par le trou d'envol dans toutes les galeries du support bois. Et donc ça s'est fait, c'est minutieux. Ça s'est fait tout doucement, pour s'assurer que ça aille bien dans toutes les galeries. Donc apparemment, ça a duré un mois. Ça a duré un mois dans ce traitement-là de consolidation du bois. Donc suite à ça, sur les préconisations du laboratoire de recherche des monuments historiques, l'entreprise a été chargée de poser un doublage au dos sur l'extrado de ce support bois. Donc, série de tests de nouveau pour savoir quel était le matériau le plus approprié. Ils ont retenu un non-tissé polyester, parce qu'encore une fois, il n'était pas question de trop rajouter de charge à ce plafond qui était déjà assez fragile. Donc, ils ont opté pour des non-tissés polyester, enduits d'un mélange aussi
d'une autre résine. Enfin voilà, c'est un autre nom, mais c'est la même nature. C'est aussi un acrylique en émulsion qui va être un peu épaissi avec un gélifluent qui s'appelle le Clucel. Et là aussi dans l'éthanol pour éviter toute mauvaise réaction du bois qui reste très sensible à l'eau. Donc ces bandelettes ont été posées, donc découpées, et ça épouse vraiment tout le relief de l'extrados, toutes les lattes. Il y a un chevauchement entre deux pièces. Il y a au niveau des zones les plus fragiles, ça a été fait en 2 épaisseurs. Et après, ça remonte en fait sur les poutres pour que, encore une fois, le plafond soit soulagé de son propre poids en étant porté par les poutres, qui elles sont insérées dans la maçonnerie de la maison. Donc là, à la fin de la consolidation et du doublage, une nouvelle charpente a été installée avec une isolation adaptée et une toiture en tuiles par l'entreprise Gauthier. Et je passe la parole à... Oui, alors c'est du coup, après toutes ces étapes-là et la consolidation structurelle du plafond étant réalisée, qu'en juillet 2024, l'entreprise donc Arcoa, par l'intermédiaire de Jean-Sylvain Fourquet, va nous solliciter pour la dernière partie de cette restauration, à savoir donc la polychromie. Donc le cahier des charges étant posé et les différentes étapes planifiées, on a démarré cette restauration fin septembre 2024. La première de ces étapes étant un dépoussiérage minutieux du décor. Il est vrai qu'il y avait déjà eu des dépoussiérages par micro-aspiration, etc. Mais le chantier de la maison et les autres postes et corps de métier qui travaillaient à tous les étages, le gros œuvre, le second œuvre, etc., généraient quand même énormément de poussière. Et il a fallu reprendre cette étape-là et donc, centimètre après centimètre, retirer toutes les poussières qui s'étaient déposées sur l'ensemble du plafond. Il était ensuite indiqué de réaliser un allègement donc, du vernis, comme on a pu le voir tout à l'heure, un vernis qui est bruni, oxydé, irrégulier. Une consolidation de la couche picturale et de sa préparation blanche, notamment, comme on a pu le voir également, au niveau des soulèvements, des écaillages. La conservation des éléments quand même ajoutés sous la direction de Pierre Loti, du moins ce qui était visuellement le moins dérangeant à la lecture de l'ensemble. Et enfin, pour justement améliorer cette lecture, une retouche, une réintégration chromatique, archéologique. Il n'était pas forcément question, on n'est pas sur une restauration picturale de tableaux où on va avoir une technique illusionniste pour vraiment fondre la problématique et fondre une déchirure, etc., et qu'elle ne se voit plus du tout. Là, il était question de repiquer tout ce qui était gênant, qui cassait un petit peu le rythme d'ensemble de la composition. Donc tous ces petits points blancs, tous les petits éclats qui laissaient apparaître la préparation blanche et qui se trouvaient par milliers sur l'ensemble de la surface. C'est les conditions de travail, donc on était sur un échafaudage, une plateforme mobile de 3 mètres sur 3, à peu près 5 mètres de haut, de hauteur sous plafond. Cette structure a été installée par les Compagnons de Saint-Jacques. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle nous a permis de couvrir quasiment 90% de la surface du plafond. À cette plateforme a été ajouté de manière temporaire des roulants et un échafaudage fixe au niveau du lit à baldaquin. Et on a repris, donc après ce dépoussiérage-là, en éclairage, on avait la chance d'avoir les baies qui n'étaient pas obstruées à ce moment-là, donc on avait la lumière du jour qui était assez agréable pour pouvoir travailler et qui était complétée par des éclairages LED. On a ensuite affiné le protocole de nettoyage. On a réalisé, sous la direction d'Elzarico
et de Claude Stéphanie, conservateur, d'autres échantillons de tests afin de déterminer le stade où on allait s'arrêter. Parce que le but étant toujours de... L'idée, c'était pas de faire un plafond clinquant comme on peut le retrouver dans certains de ces des plafonds équivalents qui sont représentés. Alors je crois qu'il y en a, là ça doit être le seul en France, mais il y en a à peu près 6-7 en Europe. Donc à travers le monde, c'est vrai que l'Ara Jami est assez des couleurs très chatoyantes, c'est presque un feu d'artifice. Hein. Là, il fallait redonner de la lecture, mais garder la patine pour ne pas trahir un petit peu l'esprit de la maison. Donc là, vous pouvez voir des échantillons de tests réalisés à ce moment-là. Sur la partie droite, vous avez au petit carré 1, c'est la partie, la surface qui n'a pas été touchée. Sur le petit carré numéro 2, on a un léger allègement de vernis, mais qui est déjà assez significatif en résultat. Alors là, c'est avec un petit coton ouaté, en mouvement circulaire. Alors, c'est ce qu'on utilise en tableau généralement, assez pratique sur une surface lisse. Par contre, sur des structures un petit peu plus pulvérulentes avec un micro-écaillage, on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas être possible. Le fait de frotter avec le coton ouaté, agripper les petites écailles de la couche colorée, et on avait plus de pertes, risque de perte de matière qu'autre chose. En numéro 3, on a le dévernissage complet, avec la même méthodologie et le même produit. Et en numéro 4, on a un dévernissage et un nettoyage par la suite, sous la couche de vernis. Ce dernier résultat a été jugé un petit peu trop poussé. Donc encore une fois, après réunion avec l'architecte et le conservateur, on est resté sur un dévernissage complet, mais sans nettoyage par la suite. Un allègement de vernis, pardon. Le choix du protocole utilisé pour cet allègement de vernis a été dirigé vers l'application d'un solvant en gel à travers un papier de protection. Donc le solvant étant utilisé, l'alcool éthylique, qui a été gonflé dans du plus LG, un hydroxypropylcellulose. L'intérêt de fonctionner de cette façon, c'est qu'on laissait finalement agir 2-3 minutes sur ce pansement provisoire, cette compresse, le solvant, qui allait ramollir la couche de vernis, et en le retirant, on retirait de cette façon le vernis et l'encrassement, sans avoir... Pardon ? Ah oui, là il y a la séquence après. Là vous avez la séquence complète en fait de l'application de l'inticé cellulosique, au pinceau avec le gel. La couche picturale va du coup être protégée des frottements par l'intermédiaire de cet inticé. Et après 2-3 minutes, on retire donc cette compresse. Alors on voit sur la photo numéro 3 que le papier s'est fortement teinté après application de ce gel. Et on retire les résidus. Ensuite, on fait un léger rinçage à l'éthanol de façon pour parfaire le nettoyage. Alors l'intérêt de ce produit, c'est qu'il a aussi un pouvoir consolidant et fixatif. Donc en gros, on faisait d'une pierre deux coups. On allait refixer la couche picturale et permettre l'exécution de l'allègement de vernis. Donc là, vous avez plusieurs avant-après sur des zones où ont été réalisés l'allègement de ce vernis et le retrait aussi de certains repins, notamment la bronzine qui était présente sur les fleurons dorés à la feuille. Donc voilà encore quelques exemples de nettoyage, d'allègement avant-après. Alors la particularité, encore une fois, c'est qu'on est sur une surface qui comporte énormément de recoins, de reliefs.
Donc on a ajusté à chaque fois nos petites bandelettes en fonction de ces reliefs. Et il a fallu certaines fois parfaire, notamment sur les registres labyrinthiques du centre, venir au scalpel ou avec un petit coton ouaté tout de même sur les surfaces lisses pour vraiment préciser cet allègement. Donc là, on le voit. Alors on voit une séquence qui est assez notable et qui a vraiment dynamisé l'ensemble du plafond. C'est le ruban étoilé, où vraiment les étoiles étaient brunes. Là, ça paraît même assez. Enfin, le jaune orangé, le caramel est assez clair, mais on a vraiment retrouvé un ton crème sur le fond de ces étoiles. Et c'est une frise qui est vraiment intéressante dans la lecture de l'ensemble du plafond parce qu'elle crée vraiment un rythme qui va ensuite se répercuter sur les petites frises en dents de scie et en oreilles de lapin. Après cet allègement, ce nettoyage, cet allègement de vernis, il a été donc décidé de combler et de consolider les fissurations qui étaient présentes sur le plafond. Alors avec quasiment la même technique qu'à l'origine, seul le fixatif, le consolidant a changé. On repart sur une filasse et un adhésif acrylique pardon, la 20X, enfin 498 20X Lasco. Donc on va modeler un petit peu, faire une petite tresse avec cette filasse, injecter du consolidant dans les fissurations et apposer ce joint en fait afin de combler les fissurations, qui pouvaient être assez, qui créait un désordre quand on était au sol de la mosquée. Certaines étaient vraiment très marquées et donc par choix esthétique aussi, il a été demandé de les réintégrer. Donc c'est ce qui a été encore réalisé sur ces clichés. Les éléments, les perforations, les trous qui étaient plus marqués et qui ne pouvaient être repris avec de la filasse ont été comblés avec des petites pièces, des incrustations de balsa, matériaux stables et surtout légers, donc avec le même consolidant et qui permettaient par la suite de réintégrer les manques pour ne pas avoir ces perturbations lors de l'observation du plafond et des registres. Alors là, on le voit pas forcément très bien sur ce cliché parce qu'il est assez clair, mais sur le registre du centre avec le fleuron, alors c'est délimité par des petites touches de craie sur le ruban. C'est une zone donc qui n'a pas été réintégrée. Tous les petits blancs sont des surfaces où la couche colorée est absente et donc qui laissent visible la préparation blanche. Donc c'est lors de la réintégration chromatique, c'est ce qui va être repris sur l'ensemble du plafond. Alors on le voit du coup repris sur le couloir du haut et celui du bas. Donc tous les petits, alors de l'ordre de 2-3 mm. C'est vrai qu'au début, ayant le nez collé au plafond, on avait tendance vraiment à repiquer l'ensemble de ces petits points blancs. Et on s'est vite rendu compte en descendant à 5 mètres, du moins en descendant de la plateforme, que certains ne se voyaient pas du tout du sol. Donc on a axé cette réintégration sur voilà, des petits éclats de 2-3 mm et plus, mais ceux de la taille d'une tête d'épingle ont été conservés. Donc là, on a le cadre vraiment du registre central, avec toujours cette bande au milieu, où sur les fleurons, on a toujours d'ailleurs ces traces de bronzine. Alors le petit fil vert qui est présent, c'est l'électricien qui nous l'a laissé quelque temps.
puisque voilà, ça lui a permis après de passer. Il faut savoir que le plafond a été électrifié. Les luminaires qui ont été reposés ont bénéficié d'une installation électrique. Et donc, il y a 2-3 endroits où un câble qui n'était pas là d'origine, hein, puisque de toute façon, Pierre Loti n'avait pas voulu électrifier au début sa demeure. Donc, toutes ces installations-là ont été rajoutées pour l'éclairage de cette pièce. Donc là, le même cadre, alors avec une température de lumière différente, donc les nuances sont beaucoup plus chaudes, mais si on axe l'observation sur justement tous ces petits points, tous ces éclats blancs qui étaient présents, alors là, voilà, tout a été réintégré sur l'ensemble de cette section. Et la dorure aussi a été débarrassée donc de ces repeints à la bronzine. On a une dorure, alors toujours patinée, hein, c'est pas quelque chose d'éclatant, mais on a quand même plus de clarté, de brillance par rapport à ce que c'était avant. Voilà, une autre vision du coup. Bon, toujours avec ces petits soucis de température de lumière, mais il est vrai que le rouge vermillon est ressorti aussi bien plus présent après allègement de vernis et permis vraiment surtout qu'il est présent sur bon nombre d'éléments. Donc et d'ailleurs c'est une teinte qu'on va retrouver, un fil conducteur un petit peu dans le reste de la maison. Voilà, d'autres clichés qui donnent une appréciation de l'ensemble du travail de repiquage que cela nécessitait. Je rappelle la surface, à peu près 43 mètres carrés. Du coup, à la verticale, les cervicales s'en souviennent encore, et les épaules. Mais voilà, un petit travail de fourmi aussi, à l'instar de la consolidation du dos du plafond. Là, oui, on voit effectivement la frise étoilée qui ressort et qui dynamise, qui est vraiment un élément important de ce plafond. Il amène de la lumière et il amène vraiment, je vais me répéter, mais il amène un rythme à l'ensemble comme une propagation au niveau du centre de la lumière sur l'ensemble du plafond. Alors, on est parti sur une restauration, comme je le disais, plutôt archéologique, non illusionniste. Il y a quand même eu quelques petites exceptions, notamment sur 3-4 registres comme celui-ci, des registres avec des motifs floraux, qui étaient extrêmement détériorés et qui, au sol, faisaient tiquer un petit peu. Donc l'architecte nous a demandé de pousser un petit peu plus la retouche sur ces éléments pour que ça s'intègre vraiment mieux et qu'on ne soit pas gêné dans la lecture d'ensemble. Alors je reviens dessus, on est sur une réintégration chromatique, j'irai pas jusqu'à dire illusionniste parce que ça, quand vous êtes à 20 ou 30 cm, vous voyez nettement la différence, vous voyez que ce sont des parties qui sont rapportées et qui ne sont pas d'origine. Par contre, encore une fois, en tant que visiteur, quand vous parcourez la salle, la pièce de la mosquée, vous ne pouvez pas déterminer quelle pièce a été réintégrée. Voilà, donc là on est sur un petit focus aussi sur les Muqarna, qui eux aussi ont été repris, où on a retiré donc cette bronzine qui était présente et qui avait viré avec le temps, donc pour eh bien, en apprécier une meilleure lecture. Toujours voilà, dans l'esprit, en conservant cette patine, il y a des choses qu'on a volontairement laissées, l'idée n'étant pas de faire quelque chose de neuf, et on le voit très bien quand on parcourt les pièces de la maison, on s'est arrêté vraiment à
l'État, on va dire, qu'appréciait Loti en 1923, jusqu'en 1923. Voilà, encore quelques clichés de cette étape qui a été assez longue, hein, puisqu'on a commencé à réintégrer fin novembre, à peu près. Et voilà, alors je vous laisse apprécier du coup le fait que les baies soient non obstruées, puisque pour avoir visité du coup la maison il y a une quinzaine de jours, c'est un choix qui se comprend, puisque quand la lumière directe va frapper les collections, on risque sur du long terme d'avoir une dépigmentation. Donc le choix a été fait de mettre un petit rideau sur ces baies de façon à préserver l'ensemble de ces collections. Il est vrai qu'on peut, bon, c'est une appréciation, mais on peut, quand on rentre dans la mosquée, on pourrait aimer un petit peu plus de lumière. Il y a ce côté assez sombre qui est assez présent et qui, alors c'est peut-être parce qu'on y a travaillé longtemps dessous, mais on a l'impression que le plafond reste un petit peu dans l'ombre et on a une envie de l'éclairer davantage. Mais on comprend très bien le choix qui a été fait pour sa conservation. Notre étape donc s'est terminée à ce moment-là. Le plafond était du coup sauvé, aussi bien structurellement parlant qu'au niveau esthétique. Et nous avons quitté le chantier le 15 janvier 2025, laissant place à encore beaucoup de monde, hein, puisque à 4 ou 5 mois de son ouverture, beaucoup se posaient encore des questions si ça n'allait pas être repoussé encore un petit peu, puisque il y avait toute la partie électrique, les ambiances lumineuses donc réalisées par l'entreprise Akiko, les OSB qui protégeaient le marbre et les planchers ont pu être retirés, et donc les menuisiers et ébénistes ont pu travailler sur ces parties-là. La Socra, qui avait en charge la restauration des céramiques et des faïences, a pu aussi intervenir, parce que c'est vrai que nous, avec notre plateforme roulante de 3 mètres par 3 mètres, bon, on gênait un petit peu. Et il fallait laisser la place pour que se poursuive ce beau chantier. Et voilà. Donc, je te laisse finir pour le financement. Non, Au niveau du financement, le coût total de la mise en sécurité du plafond et de la salle de la mosquée et couverture a été chiffré, c'est élevé à 591 996 € hors taxe. Et le loto du patrimoine a couvert 67% de ce montant, avec un apport de 390 000 €. La DRAC a apporté une subvention de 6% et la ville, par le mécénat, à 27%. Voilà. Après, au niveau de la maîtrise d'œuvre, donc c'est la société Sonmetron, architecte du patrimoine, donc par l'intermédiaire d'Elsa Rico, qui a œuvré vraiment pour tout ce qui est restauration du bâtiment et des décors. Interface, donc par l'intermédiaire de Simona Sareva, pour tout ce qui était études préalables, qui nous a beaucoup servi. Après, d'autres restaurateurs aussi qui viennent en support en restauration bois, restaurateur bois et restaurateur de couches picturales, qui sont venus alimenter aussi cette étude préalable. Les entreprises donc diverses au niveau des décors peints, au niveau de la charpente, de l'infestation et de l'échafaudage. Voilà, je vous ai listé les entreprises qui ont travaillé sur le plafond. Et récemment, en septembre dernier, nous avons été reçus et récompensés à l'Académie d'architecture, donc aux côtés d'Estelle Brunet et Pascal Rouanet, pour notre travail effectué sur le plafond de la mosquée.
Elsa Rico a été aussi médaillée de la restauration et deux autres, un groupement de restauratrices de textiles qui ont travaillé sur tous les textiles de la maison Pierlotti ont aussi été récompensés, et ainsi que l'ouvrage de Mathieu Testard pour son paravent impérial de la salle chinoise, qui se trouve dans la restitution à l'identique de la salle chinoise de la maison Pierlotti, qui est une nouveauté dans cette maison. Voilà. Et merci. Merci à vous deux de nous avoir décrit avec autant de précision les étapes successives de la remise en état, la restauration de ce plafond. C'était assez extraordinaire parce que c'est là où on peut voir effectivement que la maison Pierlotti est magnifique, parce qu'elle restitue des décors qu'avait choisi Lotti, et au cours de ses voyages, elle a fait des acquisitions extraordinaires. Et c'est vrai que penser que nous avons un plafond de mosquée du XVIIIe siècle restauré à Rochefort, eh bien, je pense que ça ne donnera que des idées à d'éventuels visiteurs d'aller voir de plus près. Même s'il faut s'inscrire, même s'il faut y aller pour s'inscrire, même s'il faut prendre 3 mois de plus, ça vaut quand même la peine d'être vu. Et merci beaucoup, d'abord pour le travail que vous avez fait et pour la présentation que vous avez donc donnée. C'est vraiment assez magnifique. Le résultat global est très, très satisfaisant. Donc, en couleur. Alors, je ne sais pas après si sur place on a des phénomènes de luminosité qui ne sont pas si bien. Donc, je ne sais pas. Voilà, vous aimeriez tout. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, bravo. On vous applaudit une fois encore. Il y a des questions peut-être? Il n'y a pas de questions là? Vous n'avez pas de questions? Vous avez été tellement complet que personne n'a fait de point. Si. Alors, au niveau du vernis, en fait, on a procédé à un allègement, dans le sens où là où il était très épais, on a décidé de l'alléger. En fait, on parle d'allègement dans le sens où on ne va pas complètement le retirer. On va laisser quand même un film de vernis protecteur. Et le Clucel-G, en fait, qu'on a utilisé, qui sert de consolidant, il a aussi, qui sert de consolidant et qui a été utilisé comme épaississant dans notre préparation justement de gel d'éthanol. Il a aussi une propriété fixatrice et protectrice. Donc en fait, il va protéger physiquement, il remplace en fait le vernis là où il a été un peu allégé. Mais tout en gardant sa transparence. Après, le Clucel, lui, pour le coup, c'est un matériau artificiel qui a fait ses preuves, enfin voilà, en laboratoire et au niveau du métier de restauration, dans la restauration d'œuvres d'art, et le fait qu'il reste transparent avec le temps. Donc voilà, on a laissé quand même un fin film de vernis en surface, parce qu'il n'était pas question de dévernir, parce que sinon voilà, c'était pas le but de dévernir. Donc on a laissé un vernis. Le vernis d'origine, seulement on l'a rendu un peu plus filmogène et régulier. Donc ça a évité en fait les amas qui devenaient un petit peu, disgracieux, et qui gênaient en fait même les opérations aussi de consolidation et de retouche. Donc alors, au niveau de la provenance, au début, en fait, on parle de salle de la mosquée, mais en fait, pendant un certain, enfin, on a pu croire que ce plafond venait d'une mosquée, mais en fait, pas du tout. Ça vient d'un palais privé, d'un palais de Syrie privé. On l'a présenté comme étant provenant de Damas.
interface a relevé une date sur une des boiseries au mur. C'était 1765-69, voilà. Et après, ils ont fait des similitudes. Ils sont restés sur Damas. Ils sont restés sur Damas, le fait que c'était des artisans et des ateliers de Damas. Après, c'est pas certain. Enfin, encore une fois, là, Elisa Rico, dans sa dernière présentation, elle l'a présenté comme étant venant d'Alep. Donc après, voilà, ça reste une question qui reste en suspens et je peux pas vous donner la réponse. Autre question? Plus de questions? Eh bien, merci beaucoup pour cette évocation. On a finalement un très beau monument, unique, pratiquement en France. Donc ça vaut la peine de l'avoir restauré. Et ça vaut la peine d'avoir attendu si longtemps pour le revoir. Bien, je vous donne, avant que vous envoliez,